dans le podcast Parlons des vraies affaires, le podcast où la santé mentale sort de l'ombre pour devenir un sujet de société, ouvertement, honnêtement et humainement. Dans chaque épisode, vous entendrez des personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale partager leur histoire, leurs défis, leurs forces. Vous entendrez aussi des entrepreneurs, des artistes, des travailleurs parler de leur propre équilibre mental, de leur haut et de leur bas, puis ce qu'ils mettent en place pour tenir le coup dans un monde qui va souvent trop vite. Ici, on tourne pas autour du pot, on jase vrai. On écoute, on apprend, on réalise qu'on est beaucoup plus connecté qu'on le pense. Des témoignages sincères, des réflexions qui résonnent et des conversations qui font du bien. Parce qu'on a tous une santé mentale et il est temps qu'on en parle, pour de vrai. Aujourd'hui, on aborde la séparation et ses répercussions sur la santé mentale. Pour nous aider à mieux comprendre ces enjeux, on reçoit Sarah Nadeau, travailleuse sociale, médiatrice familiale et accompagnatrice humaine. Sarah accompagne les individus, les couples et les familles à travers des périodes de turbulence avec douceur, structure et lucidité. Elle nous partage aujourd'hui son regard humain et professionnel sur la séparation et surtout sur les moyens de préserver son équilibre mental dans la tempête. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue à notre podcast. On aimerait ça savoir comment tu vas vraiment. Hey, je vais vraiment bien. J'arrive de vacances. Ouais. J'ai hâte de reprendre le travail. Puis non, c'est ça. Je suis enthousiaste face à la prochaine année à venir. Oui. Ouais. Super, c'est super. En fait, aujourd'hui, on te reçoit pour parler de la médiation et la séparation. Puis on aimerait ça que tu nous parles un peu de toi. Oui, moi, j'ai un parcours un peu particulier. C'est ça. Moi, dans le fond, j'ai commencé mes études universitaires pour être prof. J'étais prof en adaptation scolaire et sociale. Donc, j'ai travaillé avec les enfants, plus avec des déficiences intellectuelles, TSA, puis je sais pas si TSA est encore le terme actuel. Oui. Ça change. Ouais. C'est ça. Fait que moi, j'ai travaillé dans les camps de jour. J'ai coordonné un camp de jour comme intervenante pour intégrer les enfants qui avaient des besoins particuliers dans les camps avec leurs accompagnateurs. Je formais les accompagnateurs. C'est ça, moi, dans mon travail, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants. Puis j'ai vu c'était quoi une TS. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je vais changer de prof à TS. Donc, j'ai changé de bac. Je suis allée à l'Université Laval. J'ai fait mon bac en 3 ans en service social. On a fait du bénévolat, on a touché plein de sujets, santé mentale. Bref, j'ai fait vraiment un tour d'horizon pour savoir vraiment qu'est-ce qui me plaisait. Donc, je travaille dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis 2014. J'ai travaillé à temps plein, à temps partiel, tout dépendamment des périodes. Et depuis 2020, je suis médiatrice familiale accréditée et dans le fond, je travaille en pratique autonome. J'ai mon bureau, mais je pratique aussi un petit peu dans le réseau de la santé là, pour le plaisir. Là. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup de formations. Oui. Je dois être dans les TS qui a le plus de formations. Moi, je prends des formations continues, genre de façon compulsive. Là. J'adore. Tu sais, quand moi, j'aime quelque chose, j'approfondis le sujet, j'aime réfléchir, j'aime évaluer. T'es bien outillée après ça, en allant toutes ces formations-là. Mais l'aspect pratique, je veux dire, d'être avec les gens, c'est là qu'on apprend le plus. Ouais. C'est là que tu fais des liens avec la théorie. Je veux dire, c'est ça qui est le plus riche. Donc, moi, j'accompagne, dans le fond, les familles qui se séparent. J'aime ça dire les familles parce que, dans mon bureau, on a les parents. Mais il y a tout l'aspect aussi des enfants, là. Moi, les parents, souvent, ils arrivent un peu de reculons dans mon bureau, puis ils n'ont pas vraiment envie d'être là. C'est plus comme une obligation. Puis d'être assis à côté de l'autre, c'est très inconfortable. Mais pour moi, c'est tellement un honneur d'accompagner ces gens-là. Je les trouve tellement courageux parce que justement, quand on se sépare, on a l'option de prendre chacun un avocat, puis de ne pas se voir, puis de s'estimer chacun de notre bord, ou de venir s'asseoir pour l'intérêt de nos enfants, puis de se dire, hey, on va travailler ensemble. On a fait des enfants ensemble. Moi, je leur rappelle. Je dis, un jour, là, vous vous êtes aimés. Vous avez été un couple, vous vous êtes choisis, et vous avez dit, hey, on va faire des enfants ensemble. Ça vient avec des responsabilités. Puis souvent, ce que j'explique, c'est que votre relation amoureuse va se poursuivre d'une différente façon. Vous allez demeurer en relation pour vos enfants,
mais ça va être simplement différent. Mais vous ne pouvez pas couper complètement les ponts parce que vos enfants, ils ont besoin de leur maman, ils ont besoin de leur papa. Donc, on n'a pas le choix de s'entendre sur des choses. Donc, c'est ça. Là, je parle de pas d'affaires. Non, ça devient plus de la coparentalité. Hein. Exactement. Puis, je trouve que c'est l'aspect psychosocial que moi, je mets de l'avant, là, tout l'aspect plan d'action parentale, là, c'est comme ça qu'on appelle ça en médiation, c'est qu'on se fait un plan de match. Hey, tu te fais une nouvelle blonde demain. C'est quoi, comment qu'on dit avec ça? Y a-t-il un délai? On la fait pas rencontrer les enfants avant tant de mois. Tu sais, dans le fond, j'invite les parents à réfléchir à l'avenir parce que ça va arriver. Ouais. Je leur dis tout le temps, vous êtes jeunes et beaux. Ça va vous refaire un chum et une blonde. Puis, c'est parce que souvent, quand ça arrive, il y a comme un petit malaise. Il y a un froid, là, inévitablement. On se dit, cette personne-là va rencontrer nos enfants. C'est tout à fait normal. Mais il faut avoir une certaine confiance que si on a été en couple avec ce papa, ce monsieur ou cette madame-là, c'est qu'on a confiance en elle. Elle ne va pas choisir quelqu'un qui est inadéquat. Il faut mettre un petit peu nos émotions de côté. Puis, faire confiance. Faire confiance, ça a été notre amoureux pendant 10 ans, 15 ans. Fait que, avoir ce côté rationnel-là. Puis souvent, c'est que quand on arrive en médiation familiale, on est beaucoup dans nos émotions, dans l'appréhension, on ne sait pas où on s'en va, on est stressé à nos finances, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, la maison, les meubles, la garde des enfants. Fait que moi, je suis comme là pour faire un plan de match pour que tout soit clair. Mais tu sais, qu'on soit marié, qu'on soit fait, il y a des balises. Donc, ça sécurise, je trouve, un peu la séparation. Puis la beauté de la médiation familiale, c'est que c'est une entente qui est personnalisée. À vous, c'est vous qui décidez de votre entente. C'est malléable dans le temps. Si dans 3 mois, là, il y a de quoi qui ne marche pas, hey, on se rassit ensemble puis on modifie ça. C'est ça la beauté de la médiation familiale, parce que quand on a judiciarisé l'entente, c'est plus complexe là, de repasser en cours, plus long, plus onéreux aussi. Donc, il y a un aspect financier, c'est moins coûteux de venir en médiation familiale, c'est personnalisé, mais c'est sûr que ça prend des parents qui sont volontaires. Hein? On force personne à venir dans mon bureau. Puis, tu sais, ça arrive aussi que je vois des gens que ça va vraiment pas bien, là. Psychologiquement, là. Puis, il faut que tu sois disposé psychologiquement à la médiation familiale. Si tu n'es pas disposé à négocier une entente, souvent, je vais les inviter à revenir me voir un petit peu plus tard. Venez me voir dans un mois, allez voir votre médecin. Tu sais, j'aime bien l'aspect interprofessionnel, là, qu'on travaille en équipe avec le médecin, puis qu'il y ait d'autres intervenants. Allez chercher de l'aide pour votre santé mentale. Tu sais, oui, moi, je suis là pour votre médiation, pour régler l'aspect séparation, mais souvent, je vois des gens qui vont pas bien. Fait qu'allez consulter une TS, allez consulter un psy, un organisme communautaire. Restez pas tout seul, c'est une période charnière, une période d'adaptation énorme, là, la séparation. On ne prévoit pas se séparer dans notre vie. On ne se dit pas, je me mets en couple chez des enfants puis je vais me séparer dans 2 ans. C'est pas le plan de match. Fait que souvent, c'est un choc, souvent, on est comme envahi en mode survie. Donc, on a besoin de soutien psychologique. Là, c'est inévitable. Je trouve que ça permet aux gens d'avoir des décisions plus réfléchies en médiation, plus terre à terre. Tu sais, souvent, les gens y arrivent, puis c'est ça, je dois comme expliquer, les rassurer avec comme le cadre en médiation, comment ça fonctionne. Souvent, les gens, en répondant à leurs questions, souvent, ils repartent rassurés, puis ils sont plus disposés à réfléchir à leur entente. Puis on met toujours l'intérêt des enfants au premier plan. Tu sais, c'est pas ton intérêt, là, ni l'intérêt de madame. Tu sais, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour nos enfants? C'est quand il est question de garde exclusive, garde partagée. Puis, on peut être créatif là, en médiation, on peut se patenter des affaires. Puis, c'est tellement beau la médiation, puis c'est tellement peu utilisé. Ben, c'est utilisé, mais c'est méconnu. Les gens ne connaissent pas cette belle ressource-là. Puis c'est ça, ils ont des heures subventionnées par le gouvernement aussi. Là. Ils ont jusqu'à 5 heures de médiation gratuite. Puis là, je dis 5 heures. À savoir, Mais là, moi, souvent, ce qui arrive dans mon bureau, c'est que les gens, ils pensent que c'est 5 rencontres.
Mais c'est pas 5 rencontres, parce que ça inclut le temps qu'on passe ensemble, mais aussi le temps que je rédige vos trucs, les démarches. Moi, je fais des notes évolutives. Fait que c'est ça, souvent, les gens qui confondent un petit peu. Mais il y a quand même une gratuité qui est offerte. Donc, c'est intéressant aussi de l'essayer, la médiation. Au pire, ça marche pas. Puis après, vous irez consulter des avocats et tout. Dans le sens qu'on perd rien d'essayer. Exactement, mais il faut que les deux veulent. C'est ça. Fait que, en médiation familiale, on va parler des responsabilités parentales, donc l'accès à la garde, des responsabilités financières, la pension alimentaire pour enfants. Puis là, je vois tout le monde qui panique quand je nomme ça, ça fait genre pension alimentaire pour enfants, c'est une loi d'ordre public. C'est pas madame qui le demande, c'est pas monsieur qui le demande, c'est un droit qui appartient à vos enfants. Fait qu'on peut pas accepter ou refuser la pension alimentaire, ça nous appartient même pas, c'est pour vos enfants. Fait que c'est souvent un sujet que les gens, c'est délicat. Il y a une frustration associée à la pension alimentaire. Souvent, une impression qu'on va faire vivre l'autre, qu'on va lui payer des voyages. Mais c'est vraiment des croyances erronées. Où, tu sais, souvent, il y en a qui disent « Ouais, mais je vais changer d'emploi, fait que là, je ne paierai pas de pension. » Mais tu sais, dites-vous que vous n'êtes pas le premier moineau de cette planète là, qui réfléchit à des stratégies comme ça. Mais c'est qu'il faut toujours penser à l'intérêt de vos enfants. On veut que vos enfants mangent 3 repas par jour, qu'il y ait un toit qui a de l'allure, qu'il y ait un niveau de vie semblable à ce qu'il y avait avant. Fait que tu sais, c'est dans cette optique-là. Puis c'est une loi, là, tu sais, je veux dire, on ne peut pas rien faire d'autre. Puis c'est ça. Fait que tout ce qui est... ce qui change aussi, c'est beaucoup au niveau de quand on est marié versus conjointé. Puis là, on a le nouveau régime d'union parentale. Depuis le 29 juin 2025. Dans le fond, vous pouvez aller lire sur Éducalois et tout. Là, il y a toutes les informations par rapport à ça. Mais en gros, c'est que on avait les gens mariés, les conjoints de fait. Maintenant, les conjoints de fait qui ont eu des enfants à partir de début juillet, fin juin, dans le fond, il y a comme un mini patrimoine familial. C'est pas comme si on était mariés, mais c'est comme une mini protection pour la famille, là, pour dire on est une famille. C'est parce que, ironiquement, au Québec, on était les champions des conjoints de fait. On était les personnes qui étaient plus conjoints de fait. Puis on n'avait pas de protection pour ces gens-là. Fait que c'était un peu niaiseux. Donc, c'est vraiment super qu'aujourd'hui, on ait ça. Mais je sais que c'est un sujet à controverse. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mais tu sais, moi, en médiation, concrètement, ce que ça change, c'est que si vous avez eu des enfants dernièrement et que vous vous séparez, mettons, dans 6 mois, c'est qu'il y a une partie de votre patrimoine qui va être compté au moment de la séparation. Tu sais, moi, dans ma job de médiatrice, c'est qu'il y a une partie de la maison, une partie des autos, une partie des meubles, tu sais, qu'avant, on n'avait pas. Là. Fait, je suis consciente que ça va sûrement faire des surprises en médiation, là, que, crime, c'est moi qui ai payé la maison, tout ça. Puis, je suis consciente de ça, mais de là, l'importance de s'informer. Il y a le Centre de justice de proximité qui offre des services gratuitement juridiques. Fait que je pense que vous laissez un message, puis vous rappelle, puis donne des informations générales, là, mais c'est gratuit. Fait que c'est quand même accessible. Sinon, pour des conseils plus personnalisés, c'est vraiment d'aller voir un juriste là, pour savoir selon votre situation. Puis ce qui est le fun, c'est que quand vous êtes au courant de comment ça fonctionne, bien, vous arrivez en médiation, puis vous savez quoi dire, parce que c'est pas moi qui tranche. Hein. C'est comme médiatrice, je dis pas « Ah oui, vous avez raison » ou « Vous avez tort ». C'est à vous de prendre les informations, puis moi, je récolte, je mets sur papier vos ententes. Puis vous repartez avec ça. Mais c'est à vous de vous informer aussi. Oui, mais c'est super intéressant, vraiment. Tu parles beaucoup aussi d'émotions puis de réactions depuis le début. C'est quoi les émotions et les réactions que tu vois le plus souvent suite à une séparation? Les gens sont perdus. Ils voient la séparation comme une montagne. Tu sais, je leur dis, on prend une bouchée à la fois, une étape à la fois. Puis ils ont besoin d'être guidés. Les allocations familiales, pension alimentaire, comme je vous disais tantôt. Ils ont besoin de savoir où s'en aller, d'être rassurés
Puis ça leur permet de mieux passer à l'étape suivante. Une fois que la médiation est faite et qu'on a réglé tous les aspects de la séparation, ben, ça leur permet de vivre leur vie. Puis souvent, ce que je leur dis, c'est qu'à la première médiation, là, on va regarder votre situation, les ententes que vous voulez et tout. Et après ça, je vais vous dire, allez vivre votre vie, là. Puis dans 6 mois, on se rassoit puis on apportera des modifications selon votre réalité, parce que vous n'avez jamais été séparés. Vous n'avez aucune idée comment ça va aller. Souvent, les gens, il faut qu'ils déménagent, la distance, l'école. Il y a toute une organisation à penser. Puis, c'est ça, je leur dis, allez vivre votre vie. Puis, vous me relâchez un petit coucou pour qu'on réajuste sur les trucs. Si ça va pas, si ça va bien, ben on s'en va dans un an. Souvent, les gens reviennent dans un an pour la pension alimentaire parce que c'est habituellement, on le révise une fois par année selon les revenus des personnes. Et la garde, là, si jamais il y a des changements au niveau de la garde. C'est ça, souvent, ce que j'aime en médiation, c'est que je leur fais plein de scénarios. Je leur dis, bon, si vous prenez une garde exclusive, tant de pourcentage, ça donne ça. Tant de pourcentage, ça donne ça. Regardez, on peut tout faire, puis vous prenez une décision éclairée. Là. Fait que moi, c'est ça que j'aime. Puis, c'est ça. Fait que, mais oui, vos salaires vont toujours... vous avez une responsabilité alimentaire envers vos enfants. Fait que, je fais souvent des blagues en disant, si, mettons, madame marie un chirurgien, ben, il n'est pas responsable de faire vivre les enfants. Mais les allocations vont descendre parce que son revenu familial va être beaucoup très, très, très haut, mais que les allocations vont diminuer. Mais la mère et le père demeurent responsables de la pension alimentaire. Fait que souvent, mettons, l'autre, il va grogner parce qu'il dit, ouais, mais l'autre, il gagne, je ne sais pas trop combien. Pourquoi il faut que je paye une pension alimentaire et tout. Mais c'est vraiment une responsabilité de parents. Là. Okay? Fait que c'est souvent ça que j'explique. C'est drôle parce que depuis que je suis médiatrice, j'explique souvent les mêmes thèmes aux gens. Puis je me rends compte qu'il y a des choses que justement sont moins bien comprises. Tout ce qui est, j'en ai qui me disent je suis victime d'aliénation parentale. J'ai fait une petite capsule là-dessus dans mes stories la semaine passée ou l'autre. Puis j'expliquais, souvent les gens vont être victimes de conflits sévères de séparation, là. Dans la majorité des cas, c'est un conflit sévère de séparation. L'aliénation parentale, c'est très, très, très rare, là. C'est très, très, très rare qu'on va voir ça. Mais ça n'exclut pas que tu peux avoir des comportements aliénants, mais sans être de l'aliénation parentale. Exact. Fait que, c'est ça. Je vois que j'ai beaucoup un côté psychoéducation que j'ai étudié là-dedans. J'explique, dans le fond, les concepts, mais je pense qu'il y a un besoin derrière ça mettons, le parent qui me dit Sarah, je pense que je suis victime d'aliénation parentale. Je pense qu'il y a un besoin d'être reconnu. Des fois, il y a un parent qui prenait plus le lead, fait que là, il se sépare, fait que là, il y a comme un ajustement à y avoir. Fait que c'est tellement psychosocial, la séparation, là. Puis on va se dire, là, les émotions sont très présentes quand on se sépare, là. Ah oui. On passe par une gamme d'émotions, de frustration, de tristesse, fait que... C'est normal, il faut que vous le viviez. Il faut vivre ces émotions-là, c'est inconfortable, je suis d'accord avec vous. Puis même, des fois, on a des maux physiques, hein. On a une douleur ici, un sanitaire dans le gorge, on va aux toilettes. On file mal, puis on dort mal. Puis tu sais, souvent, pendant une certaine période, ça peut rester normal, mais si vous voyez que ça perdure dans le temps, un petit coucou chez votre médecin, des fois, ça peut vous faire un grand bien, là, parce que si vous laissez les choses aller, c'est sûr que quand on a une fragilité au niveau de l'humeur, au niveau de l'anxiété, ben, c'est une grosse période, la séparation. Fait que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça aille mal. Ben oui, et puis après ça, on est moins réceptif à l'autre. Et si vous le savez, là, hey, moi, j'ai tendance à faire des dépressions, à être stressée, puis là, je me sépare, ben prenez soin de vous, là. Prenez d'autant soin de vous, allez vous faire masser, allez relaxer. Parce que vous êtes plus à risque. C'est pas de votre faute, c'est votre cerveau qui est fait de même. Vous avez une biologie de votre cerveau qui est plus susceptible d'être dépressif ou d'être anxieux.
faut s'enlever cette responsabilité-là, puis c'est normal que vous réagissez. Si vous ne réagissez pas, il y a un problème. Mais oui. C'est l'inverse. Fait que il faut vivre ces émotions-là, puis bien s'entourer. C'est sûr, si vous vous asseyez dans votre salon, puis vous ruminez à toute votre relation, puis tout comment ça a été, puis ce que vous regrettez, allez prendre l'air, allez voir vos amis, parlez de ce que vous vivez. Il faut que votre corps digère la question. Faut que ça passe. Puis je vous promets, là, en médiation, là, si je vous vois, mettons, aujourd'hui, puis je vous revois dans un an, là, vous n'avez pas la même tête. Je vous le promets. Moi, je leur dis, là, vous êtes lumineux. Honnêtement, là, ça paraît dans la prestance, là. C'est fou. Ah ouais. C'est fou. J'ai dit, c'est un bout de plate, là. Mais souvent, les gens, ils se retrouvent. Ouais, moi, je vois vraiment ils se retrouvent, ils ont comme un nouveau départ, ils voient toutes les opportunités. Des fois, tu es pris dans ta routine, puis tu te rends pas compte de tout ça. Mais honnêtement, moi, quand je revois les gens, là, je suis le monde. Des fois, ça a du bon, là. Je sais que je ne veux pas me faire tirer des roches, mais ça a du bon aussi, la séparation, là, dans certains cas. Tout ne peut pas être toujours négatif non plus. Non. Exactement. Puis pour toi, ce serait quoi les impacts que la séparation a sur la santé mentale les plus fréquents, mettons? Autant chez les adultes que chez les enfants. Chez les enfants, c'est sûr qu'on va observer plus de maux de ventre, maux de cœur, plus de pleurs, de crises. Souvent, les enfants sont même pas capables de mettre des mots sur qu'est-ce qu'ils vivent, puis ils comprennent pas trop. C'est d'être simplement à l'écoute, d'être bienveillant. Puis ce qui aide beaucoup les enfants, c'est de faire des petits calendriers, dire aujourd'hui t'es chez maman, ce soir avec de la couleur, puis moi je dessine avec eux, puis on met ça cute. Là. Puis l'enfant, il fait partie de ça, mais les petits pièges, c'est qu'il faut pas mettre sur les épaules de l'enfant les conflits d'adultes. Exact. Vos conflits, là, vous les gérez, l'enfant va pas être au courant. Forcez-vous à parler en bien de l'autre. Ça a été le fun avec papa, t'as passé une belle fête, c'est le fun. C'est important. Saluez l'autre parent quand vous le croisez, là, parce que votre enfant, il s'en rend compte qu'il y a un petit fret. Oui. Fait que pour la santé mentale de votre enfant, là, faites un minimum d'efforts. Ça va faire toute une différence. Parce que ce qui est le plus dommageable pour les enfants, c'est pas la séparation, c'est de les maintenir dans le conflit. Exact. Fait que si les parents ont une bonne entente, puis la médiation prône ça, ben si vous avez tout ce qu'il faut pour que l'adaptation à la séparation se passe le mieux possible. C'est vraiment le critère numéro 1 dans les recherches là, qui prouve que les enfants vont s'adapter le mieux possible à la séparation. C'est grâce à ça. Parce que de les maintenir dans un conflit, ça a des gros impacts. Des gros impacts. Puis c'est parce que, comme tu dis, ils viennent à un moment donné qu'ils prennent les problèmes d'adultes sur leur dos, puis ça leur appartient pas. C'est qu'ils recherchent un peu le contrôle. Hein, justement, c'est une perte de contrôle, la séparation. Puis, j'ai oublié ma casquette chez papa, nanana. Mais c'est pas grave, on va aller la chercher. Puis, de pas. Moi, personnellement, là, ce que je conseille aux parents, c'est de partager les objets puis les choses qui appartiennent aux enfants. De ne pas dire ça, c'est chez maman, ça, c'est chez papa. Ne mettez pas cette responsabilité-là sur les épaules de votre enfant parce que ça lui appartient. Lui, il ne comprend pas. Lui, il vous aime de façon égale. Vous êtes son papa, sa maman. Il n'y a pas à gérer. Ah, mais là, la robe de maman est rendue chez papa. C'est des problèmes d'adultes. Fait que moi, l'idéal là, pour la santé mentale de tout le monde, c'est qu'on achète du linge, on partage nos affaires. Il y a des gens qui voient ça différemment, mais moi, c'est mon petit côté TS là, qui ressort. Là. Mais, de ne pas faire des messages aussi avec les enfants. Tu diras à ton père. Ça, épargnez ça à vos enfants, s'il vous plaît. D'abord, ce qui va favoriser la santé mentale des enfants, c'est la routine aussi. D'avoir la même routine chez papa, chez maman. L'heure du dodo, le bain, la petite routine de coucher, surtout quand ils sont petits. Là. Puis aussi, on ne recommande pas non plus une garde 7-7 chez les 0-2 ans. Là. Des bébés, là, une garde 7-7, pas voir maman, papa
c'est C'est long, proscrit, c'est là, ça. pour la santé psychologique des Mhm. enfants, là, puis l'attachement, tu sais, il y a tout un côté, puis c'est très important, là, cet aspect-là. Puis je trouve que, justement, en étant TS, on apporte ce volet-là là, au niveau des enfants. Mhm. Puis tu sais, on peut très bien faire une garde progressive, là, partager, tu sais, on y va doucement, 2 jours, tu sais, on peut faire ce qu'on veut, là. Ah oui. Fait que, puis je reviens à ta question. Oui, pour les adultes maintenant, Les mettons. adultes, ce que je vois beaucoup, c'est des symptômes dépressifs, Ouais. anxieux, des idées suicidaires. Mm. C'est ça, c'est pour ça que, honnêtement, prenez de l'aide, là. Ouais. C'est pas de votre faute, c'est difficile, c'est correct. Mhm. Vivez pas ça tout seul. Puis revenez me voir dans 3 mois si c'est mieux dans 3 mois. Il n'y a pas de presse. On va s'organiser en attendant. On va trouver une solution. Mais vraiment, tu sais, j'en vois que ça n'a pas d'allure, là. Ouais. Tu sais, que c'est... je leur dis, là, je vais aller vous coucher, là. Mhm. Allez vous coucher, allez prendre un petit tisane, là, puis, tu sais, c'est de la souffrance humaine, mais c'est que souvent, les gens, ils n'ont pas une bonne... ils sont comme envahis par la situation, puis ils ne se voient plus aller, genre. Ouais. C'est parce que si t'attends, si vous devez le voir vous aussi, là, dans votre travail, si t'attends, ben là, c'est parce que ça peut être grave, là. Mhm. Ça peut être très, très grave. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis très réceptive de ça. J'aime observer les gens en avant de moi, même dans ma salle d'attente. Je leur dis pas, là. Mais Maintenant, ils vont le savoir, là. tu sais, je laisse toujours ma porte ouverte là, avant le rendez-vous. Ouais. J'écoute qu'est-ce qu'ils se disent avant. Aussi, des fois, ils se parlent pas. Ben oui, ça se Ou qu'ils s'assoient dans ma salle d'attente. Fait que moi, ça me donne comme un avant-goût de qu'est-ce qui va se passer. Il y en a qui jasent, puis tout, qui sont assis à côté. Il y en a qui sont aux 2 extrêmes. Ouais. Puis, tu sais, quand ils sont assis dans mon bureau, puis même des fois, je place mes chaises de différentes façons, mettons qu'ils sont en conflit, juste pour qu'il n'y ait pas le regard nécessairement tourné vers l'autre. Ou, tu sais, j'ai toutes des petites stratégies C'est cool. Ouais. Maintenant, ton secret n'est plus secret. Puis c'est ça. Puis tu sais, j'aime ça, puis ça fait le non-verbal. Tu sais, des fois, mettons, la madame, elle me dit des affaires, puis là, je vois le monsieur qui crie. Tu sais, je dis, ah, vous aimez pas ça, hein, quand elle dit ça. Puis, tu sais, j'utilise mes petites techniques d'écoute active, tout ça. Mais c'est très intéressant. Puis, j'aime aussi qu'ils ressortent. C'est quoi la qualité de madame? C'est quoi la qualité de monsieur? Tu sais, qui se rappellent qu'ils ont été amoureux. Ben, pas, je veux pas les remettre dans leur relation, là, c'est pas ma job, mais tu sais, je veux dire, tu sais, souvent, ils m'ont dit c'est une bonne maman, elle est à l'écoute, ou le papa, il est présent, il a toujours été là. Mais tu sais, de se remettre des petites choses positives, là, je trouve ça important dans tout ce nuage noir d'émotions. Mais honnêtement, les gens qui sortent de mon bureau, la plupart, là, ils savent où ils s'en vont, ils sont rassurés. Puis moi, je me fais un devoir aussi que quand on m'appelle, je donne un rendez-vous rapidement. Parce que je sais que c'est inconfortable, puis tu ne veux pas un rendez-vous d'un mois, là. Ça va pas, là. Fait que je me fais un devoir de donner un rendez-vous dans les prochains jours ou la semaine suivante, si je peux. Puis de au moins faire un bon melting pot là, de la situation. C'est ça. C'est ça. Fait que... non, mais c'est super intéressant, vraiment. Puis tu en as parlé un petit peu tantôt, mais c'est quoi les gestes ou les attitudes qui peuvent faire une différence dans la façon de vivre la séparation? Honnêtement, de choisir la médiation familiale pour le bien-être de tous, c'est déjà un thumbs up. La seule fois qu'on ne recommande pas la médiation, c'est en cas de violence conjugale. Parce que le rapport de force est inégal. Fait que tu ne vas pas aller négocier avec quelqu'un que tu ne peux pas négocier, là. Fait que faut que les rapports de force soient égaux. Il faut que la personne soit volontaire, disposée psychologiquement. Puis les gens peuvent arrêter quand ils veulent la médiation. C'est après 50 minutes que tu as de me voir, ben bonne journée. Ils peuvent quitter, là. Si oui, bien moi, je suis personne en laisse, là. Fait que c'est ça. Mais c'était quoi ta question? C'est quoi les gestes, les attitudes, dans le fond, qui peuvent faire une différence dans la façon de vivre la séparation? Comme tu parlais de prendre soin de soi tantôt, d'aller te rendre ménage. Pitié.
soyez flexible. Genre, je vous donne un exemple. Vous êtes en garde partagée, vous vivez votre vie, tout va bien. Il y en a un qui a la gastro. Même si c'est rendu à la garde de l'autre, on peut-tu s'entendre qu'on va pas répartir la gastro partout? Tu sais, soyez pas rigide dans votre entente que vous allez prendre. Il faut avoir une ouverture. Hey, j'ai un imprévu, les enfants, j'ai fini de travailler, mais je peux pas aller les chercher. Peux-tu y aller? Tu sais, d'être un peu le plan B de l'autre. C'est de pas... d'être de bonne foi, dans le fond. D'être de bonne foi, pas vouloir se faire Oui. Tu sais, dans le fond, d'être... Puis honnêtement, toute l'énergie que vous allez dépenser à vouloir être désagréable avec l'autre, c'est tellement de l'énergie inutile et perdue. Puis c'est parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes. C'est inutile. Vous allez vous rendre malheureuse, vous allez rendre l'autre malheureuse, ça va juste envenimer le conflit, ça mène nulle part. Vous êtes séparés, oui, vous avez des enfants à dealer, je veux dire, ça change pas la finalité, là. C'est ça, vous n'avez pas le choix de rester une équipe à quelque part parce que vous avez des enfants en commun. Fait que essayez de faire ça pour que ce soit le plus agréable possible. Fait que, tu sais, la flexibilité, là, je pense que c'est votre meilleur ami en cas de séparation. Mais ouais, j'irai avec la flexibilité. Tantôt, tu nous as dit que ton rôle, toi, c'était pas de trancher en médiation. Mais justement, c'est quoi ton rôle? Moi, c'est de mettre sur papier les ententes que les parties vont avoir décidées. Donc, moi, je fais un résumé des ententes qui concluent en médiation familiale. Fait que c'est vraiment une entente à l'amiable. Mais on passe les volets, comme je vous expliquais tantôt, partage des responsabilités parentales, financières, partage des biens. Si on est marié, ben là, c'est ça, on va faire le patrimoine familial. Puis là, avec le régime union parentale, c'est comme je vous expliquais, il va y avoir des petites nuances là, par rapport à tout ça. Mais dans le fond, on met sur papier l'entente. C'est signé par moi, la médiatrice, comme quoi vous vous êtes entendu avec moi. Puis toi, tu les aides à trouver une entente. Oui, moi, je leur dis, voici les options qui s'offrent à vous. Comme je vous disais, mettons, la garde. Oh, on veut une garde partagée, mais mettons 7-7, on sera, ben, hey, on commence 2 mois, on se fait un 2-2-3. On patente quelque chose. Puis moi, souvent, je leur fais un calendrier. On se revoit, on repatente ça. Ce qui accroche le plus souvent, c'est les finances. Pour être tout à fait honnête, c'est l'aspect qui crée le plus de frustration chez les gens, de rancœur. C'est délicat. Puis je vois souvent aussi l'aspect, moi j'appelle ça le laisseur et le laissé. Quand ils viennent s'asseoir en avant de moi, j'ai tout un doute qui a laissé qui. Moi, je le demande pas, tu sais. Moi, je suis pas en intervention de couple, là. Je suis là pour votre séparation, puis faire ça avec vous. Mais, tu sais, quand tu cèdes à tout, que tu fais vraiment des compromis pour acheter la paix avec l'autre, tu sais, moi, je nomme de faire attention parce que dans 6 mois, 1 an, vous allez peut-être regretter les ententes que vous allez avoir prises aujourd'hui parce que ça va avoir des impacts. Tu sais, mettons la maison, là. On s'entend sur la valeur marchande X. Ben, ça a un gros impact. Votre maison, c'est ce que vous possédez qui a le plus de valeur. Là. Fait que si, je veux dire, vous ne mettez pas un montant, soit par un évaluateur agréé ou peut-être un courtier, vous allez peut-être être fâché dans 6 mois, 1 an, puis dire, crème, on n'aurait pas dû mettre ce montant-là, j'aurais pu avoir beaucoup plus. C'est des choses que j'entends aussi. C'est pour ça qu'en médiation, je trouve ça un peu ridicule parce qu'on prend des décisions tellement importantes dans un moment qu'on n'est tellement pas disposé psychologiquement. Oui, exact. C'est comme un peu contradictoire. Là. Oui, vraiment. Mais moi, quand je le vois, je le nomme. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui... ça n'a pas d'allure. Là. C'est pour m'en dire aussi que vous êtes les experts de votre propre vie. Exact. Je suis qui, moi, pour dire que la garde devrait aller à une telle ou un tel. Vous vivez votre vie depuis X temps ensemble en famille. Je pense que vous êtes les meilleurs placés pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux. Puis encore, comme je disais tantôt, essayez quelque chose. Vous verrez. C'est pas, on remodifiera ça. Des personnes ayant des enjeux de consommation, de santé mentale,
moi, j'en vois régulièrement. Ça fait pas de toi nécessairement un mauvais parent. Ça fait un enjeu de plus à considérer. Moi, j'y vais de même, là. Quand on m'apporte ça en médiation, ben, c'est un enjeu de plus à considérer. Vous avez un problème d'alcool, de drogue. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi le plan? Vous l'arrêtez, pas arrêter, peu importe. Ben, votre enfant, il y a des conséquences face à ça. Là. Fait que, on y va de même. Mais c'est ça. Fait que c'est tout considéré là, en médiation. Mais jamais je vais dire recommander un type de garde. C'est ça, exact. Mais souvent, quand je vois que ça n'a pas d'allure, ben, je vais leur dire, vous devriez peut-être aller voir un avocat, expliquer votre situation, puis revenir me voir après en médiation avec l'esprit éclairé. Moi, c'est ça souvent que je vais faire, là, parce que je ne peux pas donner un avis juridique. Moi, je recueille les ententes. C'est cool. Il faut que je sois sûre qu'ils entendent aussi. Mais si je vois que tu doutes, tu plisses des yeux, moi, je ne signerai pas qu'ils l'entendent. C'est ça. Des fois, est-ce que ça peut prendre vraiment du temps? Oui. Oui, c'est ça. Je disais avant d'avoir un consensus. Oui. Oh là là, il y en a des fois qu'il n'y en a pas. Mais on a quand même un taux de succès de plus de 80 là. OK. Ah, c'est bon. En médiation familiale, là, on a vraiment un excellent taux de succès. De là, l'importance d'essayer la médiation familiale. Oui, mais oui. Puis on perd à rien. On l'a dit, on perd à rien. Ben oui, mais... Puis, dans le fond, quand on ne réussit pas à s'entendre, c'est malheureusement l'avenue juridique là, qui vous appelle. Là. Fait que vous allez vous prendre chacun un avocat, vous allez négocier chacun vos points, chacun de votre bord pour avoir un entente en commun. Si ça ne marche pas, ben là, dans le fond, des fois, ça va en cours. C'est ça. Moi, je fais des expertises psychosociales en garde d'enfants et droit d'accès aussi. Donc, quand justement ça se rend en cours, qu'il n'y a pas de consensus, des fois le juge exige qu'une travailleuse sociale ou un psychologue fasse une expertise pour, au niveau familial, au niveau de la garde, donne ses recommandations. C'est la différence un peu avec la médiation. En médiation, moi, je ne donne pas mon opinion. C'est ça. Mais en expertise, je vais donner mes recommandations. Je vais aller m'asseoir dans votre salon. Je vais évaluer vos aptitudes parentales. Je vais évaluer tout ça chez chacun des parents. Puis, je vais donner mes recommandations à la cour. Fait que c'est vraiment un travail différent, mais qui amène tellement des beaux défis. Je pense que si on met toujours l'intérêt des enfants au premier plan, on se trompe pas. Non, c'est ça. Exactement, c'est beau ça. À retenir. Ouais. Puis quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en train de vivre une séparation ou qui vient de vivre une séparation, puis qui sent que sa santé mentale va un peu moins bien, puis que là, il cherche un peu, là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Ce serait quoi ton conseil? D'aller chercher de l'aide. Souvent, je sais pas vous, mais on observe que les gens vont aller chercher de l'aide comme trop. Ben, ils attendent vraiment. Là, tu perds rien. Appelle, c'est le 811 poste 2 pour avoir du soutien d'une travailleuse sociale à Info Sociale. Info Sociale. Sinon, il y a les organismes communautaires comme vous qui sont disponibles aussi. Sinon, il y a des travailleuses sociales au privé, des psychologues au privé, des psychoèdes au privé. Mais ne restez pas seul, puis vous méritez l'aide. Vous êtes, tu sais, les gens souvent disent « Oh, mais je suis pas assez malade » ou « Je suis pas assez en détresse ». Mais tu n'as pas à être assez en détresse. Rends-toi pas là. Si tu es rendu là, tu vas être rendu à l'urgence de l'hôpital psychiatrique. Là. C'est comme un autre game. Fait que tu perds absolument rien à venir te poser des questions avec une intervenante. « Hey, ça va pas. Je me sens fatiguée. Je vis une grosse période. » Puis juste de verbaliser ce que tu vis, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis les gens sous-estiment ce bien-là que ça peut faire. Hein? Vraiment. Parce que de garder ça en dedans, de ruminer ça, comme je disais, devant ton papier peint dans ton salon, tu fais juste te faire du mal. Tu fais juste t'imaginer, il m'a laissé pour telle raison. Mais tu le sauras jamais profondément. Je veux dire, tu n'auras jamais cette réponse-là profondément. Il faut que tu te reconnectes à toi. La séparation, c'est une opportunité en or de te reconnecter à toi. C'est quoi que j'aimais faire? C'est quoi les activités
activité que j'aimais. Retrouver son identité. Exactement. Puis les gens sous-estiment la garde partagée aussi, hein. Mais tu sais, te retrouver que tu as la moitié oui. à toi, là, Ah ouais. Ah ouais. c'est quelque chose. Mais Ah ouais. Pour vrai, les gens font comme le saut de voir que, mon Dieu, J'ai tombé du temps, qu'est-ce que je fais? J'ai personne pour... Tu sais, il y a personne que j'ai à faire le souper à soir, c'est moi, genre, toute seule, tu sais. Ça a du beau côté aussi, là. Ouais. Ouais. Si on parle beaucoup de la garde partagée, mais il y a la garde exclusive aussi. Mais dans le fond, la mentalité aujourd'hui, c'est qu'on va beaucoup privilégier la garde partagée parce que les papas s'impliquent beaucoup plus qu'avant. Puis pour le bien-être des enfants, c'est prouvé que d'être en contact avec les deux parents, c'est l'idéal. Mais quand on accorde une garde exclusive à un parent, là, c'est ça prend quand même des arguments quand même. Ben, ouais. Ouais. Mais tu sais, il y en a des fois aussi qui délaissent simplement le rôle à l'autre. Tu sais, vous avez toute votre histoire, C'est puis ça. tout le monde, c'est différent. Mais sachez qu'on privilégie vraiment pour le bien-être des enfants une garde partagée. Puis une garde partagée, pour votre info, c'est pas juste 50-50. Hein? Ça peut aller jusqu'à 40-60, puis ça reste une garde partagée. Fait que, par exemple, papa peut avoir 60% du temps, la mère 40%, puis ça reste une garde partagée. Fait qu'on a la moitié des allocs. Tu sais, il y a des trucs que les gens, des fois, ils connaissent pas. Là. Ben, d'ailleurs, des fois, les gens, ils font pas la différence entre la garde partagée puis la responsabilité décisionnelle. Ça, c'est deux choses différentes. Ouais. Ça, je l'ai appris. Non, j'ai eu cours à la dernière session, je me rappelle. Pas parce que, je dis un exemple, mettons, madame a la garde exclusive des enfants, que le pouvoir décisionnel, son autorité, le terme, c'est autorité parentale. L'autorité parentale demeure chez les deux parents, peu importe la garde. Fait que toutes les décisions concernant la santé, la scolarité, les décisions importantes, dans le fond, les deux parents doivent être consultés puis donner leur consensus. Mais j'avoue qu'il y a vraiment une méconnaissance. Souvent, je dis, mais j'ai la garde, tu peux tout décider. Non. Tu sais, il y a des nuances. Le père, il reste le père. Là, là je dis le père, mais tu sais, ça peut être vice-versa. Puis aussi, on parle beaucoup de couples hétéros, là, mais tu sais, il y a des couples homosexuels où tout le monde a sa réalité, fait que ça s'adresse à tout le monde. Vraiment. Puis, y a-t-il un message ou quelque chose que tu veux transmettre pour sensibiliser les gens à la médiation, à la séparation? Je trouve que la médiation familiale, c'est tellement beau. Je suis tellement fière d'être médiatrice, de voir les gens sortir de mon bureau, m'écrire, me remercier. Tu sais, c'est pas toujours rose. Il y en a que ça va moins bien, que c'est correct, puis je respecte ça. Mais la grande majorité ressortent satisfaits. Il y a un poids sur les épaules qui est vraiment moins présent. Puis, faut pas négliger non plus l'aspect financier. Tu sais, comme je disais tantôt, quand tu consultes, mettons que tu es rendu en justice et tout, ça va te coûter des milliers de dollars. C'est stressant, là. Tu te sépares, là, tu es dans le trou. Tu sais, en médiation, vous avez la chance d'avoir un taux horaire plus bas, d'avoir des heures subventionnées. Tu sais, je veux dire, c'est accommodant. C'est plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est ça, là. Fait que ça devrait tellement... Le côté psychosocial, j'aimerais qu'il soit un peu plus développé. Moi, ça serait... c'est ma vision de l'avenir en médiation familiale. Mais pour moi, c'est tellement un honneur de faire ce travail-là. Puis jamais que je juge les gens non plus. Hein. Vous avez votre histoire. Moi, je vous écoute, puis je suis en admiration devant le travail que vous voulez faire avec moi. Puis je suis disponible. Puis, Exactement. Parce que c'est courageux là, d'aller en médiation. Déjà qu'il soit là, présent, c'est déjà très admirable. Ben oui. C'est un pas vers le mieux-être. Exactement. C'est une super profession. C'est très complémentaire au service social. J'adore ça. Je vais continuer, c'est sûr, de nombreuses années. Vas-y, super. Ben, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci d'être venu au podcast. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un commentaire. Et surtout, prenez soin de vous. Parce qu'en parler, c'est déjà faire un pas vers le mieux. On se retrouve très bientôt pour d'autres vraies affaires.